Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour ce deuxième débat que nous organisons à la Fondation avec nos trois spécialistes de l'Allemagne. Donc Hélène Kohl qui est journaliste en poste à Berlin, Frank Bassner qui est le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et Joachim Bitterlich qui nous fait l'amitié d'être de sa présence et qui est un franco-allemand. Et donc, je les en remercie beaucoup. Donc, nous sommes à 12 jours du scrutin des élections fédérales allemandes, avec encore un grand lot d'incertitudes. On voit des sondages se multiplier à 12 jours. Il y a eu un deuxième débat télévisé, il y a eu 2 débats télévisés. Et on sent que les choses ne sont pas encore complètement figées, même si en effet plusieurs sondages donnent régulièrement le même son d'information, à savoir qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ça serait en effet le SPD emmené par Olaf Scholz qui arriverait en premier si les élections avaient lieu aujourd'hui, suivi de Armin Laschet de la CDU et d'Annalena Baerbock des Grünen. Mais je voudrais que Franck nous explique un petit peu certaines choses, parce qu'il y a quand même 47 partis qui sont présents dans ces élections. Il y a des spécificités à cette élection, à savoir que les électeurs allemands votent avec 2 bulletins de vote. Et donc, j'aimerais qu'il nous explique un petit peu cela, parce que ça influe sur la composition finale du Bundestag, dont le nombre varie en fonction de ces résultats. Il y a des Wahlkreis qui vont de 4 en Saarle, du petit Land à 60. J'avais 5, Pascal. D'accord. Pascal, à Oui. Berlin, j'avais 5 bulletins. 5. D'accord, 5. Et dans le plus grand land de Nordrhein-Westfalen, donc Rhénanie-Nord-Westphalie, il y a 68 Wahlkreis. Donc, j'aimerais, Franck, que vous nous expliquiez un petit peu ce système électoral allemand, parce que pour des électeurs, enfin pour des non-allemands, on a du mal à comprendre en effet comment ça se passe. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le 26, tout est plié ou est-ce qu'en effet on a un résultat, mais qui est le début d'un second acte, puisque aucun des candidats, vu les sondages, n'aura la majorité à lui seul, peut-être même pas à deux, et qu'il va falloir négocier ce que vous appelez en allemand une Koalitionsvertrag, un traité donc de coalition, qui est un document qu'on négocie pied à pied, ligne par ligne, et qui va peut-être prendre un peu de temps. Donc, merci Franck de tous ces éclaircissements. Bonsoir tout le monde. En effet, quand on lit la presse allemande ou internationale, quand on regarde les téléjournaux, on pourrait avoir l'impression que l'Allemagne va élire directement un chancelier, une chancelière, comme s'il s'agissait d'une élection présidentielle française. Ce n'est pas le cas, il faut bien le rappeler, même si on parle évidemment des têtes de liste qui sont les prétendants à la chancellerie allemande. On va élire un parlement. Bon, ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale. Et c'est une majorité parlementaire qui, à la fin, après peut-être de longues négociations, va élire un chancelier ou une chancelière. Il est vrai que chaque électeur allemand peut faire 2 croix. Chez nous, dans notre land du Baden-Württemberg, c'est sur une fiche, donc c'est un bulletin avec 2 colonnes. Sur la gauche, vous avez un certain nombre de noms. Ce sont les candidats qu'on appelle directs, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir le mandat de leur circonscription. Alors, si je fais ma croix sur cette colonne de gauche à une personnalité que je connais, de n'importe quel parti, et si cette personne gagne la majorité relative, non pas absolue, des voix dans sa circonscription, même avec 25%, vous pouvez très bien être majoritaire, et dans ce cas, cette personne-là a un siège au Bundestag. Sur ma droite, j'ai une longue liste, beaucoup plus longue que celle sur la gauche, de partis, grands partis, partis connus, partis parfaitement inconnus. Il y en a beaucoup, je pense qu'il y a à peu près 40. Et là, je fais une croix, une deuxième croix, à côté d'un parti que je considère le plus adapté à faire ce que moi je souhaiterais qu'on fasse. Il est tout à fait possible, et c'est souvent arrivé, qu'on fasse une croix sur la colonne de gauche à une personne qu'on connaît, qu'on estime, qui peut être d'un parti X, et que sur la droite, on fasse la petite croix quand même pour le parti Y,
parce que globalement, le programme correspond mieux aux désirs des uns des autres. Voilà un peu la particularité, ce qui fait que le Bundestag, avec théoriquement 598 sièges, dorénavant je dirais 600, c'est plus simple, c'est presque ça, une moitié donc est constituée de ces élus directs des circonscriptions, il y en a donc presque 300. L'autre moitié, c'est par la logique proportionnelle que les sièges sont distribués. Donc, ce qui nous amène à une situation de plus en plus, comment dire, compliquée, dans la mesure où le nombre des sièges de ceux et celles qui ont été élus directs est plus grand au pourcentage que le parti a globalement sur la colonne de droite. Donc, au fond, ils ont trop de députés, pour être simple, parce que les élus directs gardent leur siège. Après, on a commencé à établir un système très compliqué de compensation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parlement allemand, la Chambre basse, le Bundestag, n'a pas les presque 600, comme il devrait être le cas. Le Bundestag compte aujourd'hui 709 députés. Donc, c'est un système un peu paradoxal dans ses effets, ce qui fait qu'on est en train de faire une réforme pour justement réduire et revenir à la normale, c'est-à-dire les 600 députés du Bundestag. Voilà un peu pour la situation. Quant à la deuxième question posée, c'est directement lié à ce système parlementaire, c'est-à-dire le soir, du 26 à 18 heures, on saura probablement qui a eu le plus de voix. Peu importe que ce soit démocrate, sociodémocrate ou vert, ce n'est pas dit qu'automatiquement le parti qui a le plus de votes aura la chancellerie de son côté. Exemple, en 1976, je pense, Helmut Kohl était déjà candidat pour les chrétiens démocrates. Il a eu plus de votes que les sociodémocrates, mais Helmut Schmidt a pu convaincre les libéraux de s'associer au SPD, donc centre-gauche, ce qui a fait que Helmut Kohl avait bien plus de voix avec son parti que Helmut Schmidt avec le sien, mais il n'a pas eu la chancellerie. Donc c'est pour ça que le 26 au soir, on aura de grands points d'interrogation dans les têtes et dans les visages, parce que ce n'est pas du tout clair. Il y aura des vainqueurs, il y aura des perdants, peut-être tout le monde se déclare vainqueur, c'est possible aussi, ça arrive souvent, mais on ne saura sûrement pas quel gouvernement va gouverner l'Allemagne pour les prochaines années à venir. Et vous estimez à combien de temps la période qu'il faudra ouvrir de négociations, sachant que très probablement, c'est une des nouveautés aussi de ce scrutin, c'est qu'il y aura probablement une coalition à 3 partis, ce qui est très nouveau. Vous parliez tout à l'heure de la coalition que le SPD avait fait avec le FDP. On sait qu'aujourd'hui, la coalition sortante conduite, c'est la CDU et le SPD, ce qu'on appelle une GroKo en Allemagne, c'est-à-dire en effet la réunion des partis de centre-droit et de centre-gauche. Donc, est-ce que cette négociation à 3 risque d'être plus longue que précédemment quand on négociait à 2? Rappelons-nous qu'en 2017, il y avait déjà une tentative de faire un gouvernement à 3, chrétiens démocrates, verts et libéraux, et c'était un échec. Ça n'a pas abouti. Et ça a laissé quand même les gens un peu perplexes et tristes aussi, parce que c'était une nouveauté. On aurait pu le faire, ça n'a pas été possible, donc il sera très compliqué de négocier, parce que ça se négocie vraiment âprement sur des détails, pas seulement sur les grandes lignes. Et je ne serais pas surpris de voir Noël sans gouvernement, ce n'est pas exclu, c'est tout à fait possible. La patience donc s'impose. Merci beaucoup Franck pour tous ces éclaircissements qui sont très importants parce qu'en effet, on a tendance à vouloir calquer le modèle de électoral de son pays sur les autres et on voit en effet là qu'en Allemagne, je rappelle qu'il y a un président de la République, un président fédéral, donc en effet, c'est des élections législatives. Alors Hélène, vous qui êtes une observatrice, j'allais dire, de votre petit point de vue journalistique, comment vous voyez cette campagne qui est donc en effet intéressante puisque c'est la première sans Angela Merkel, donc c'est la vraie nouveauté du scrutin, c'est qu'il y aura
une nouvelle personne à la chancellerie. Comment vous voyez cette campagne? En effet, on a beaucoup parlé des personnalités. J'ai cité Scholz, Laschet, Baerbock. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous voyez de cette campagne? Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez? Et puisque vous êtes journaliste, qu'avez-vous pensé des 2 débats qui ont réuni les 3 principaux candidats selon les sondages? Bonsoir à tous. Alors, moi, évidemment, la politique allemande, c'est un peu mon dada, donc je trouve que cette campagne est assez palpitante. Elle a démarré très doucement, mais elle est palpitante du fait de ce contexte un peu spécial. Effectivement, on sort de 16 années d'Angela Merkel, avec en grande partie avec des gouvernements de grande coalition. Donc, c'était l'incarnation d'une stabilité, de facto, d'un très large compromis démocratique, une très large majorité qui avait un petit peu étouffé peut-être une partie du débat politique ou une partie du débat public. On a souvent reproché à Angela Merkel, dans ses débats télévisés avec ses concurrents du SPD, il y a 4 ans, il y a 8 ans, d'étouffer un peu la discussion. Elle était là, elle faisait le dos rond, les affaires passaient, et puis on passait à autre chose. Là, effectivement, c'est un autre contexte, les choses sont différentes, et puis on rebat les cartes, même si effectivement, on s'en rend compte que ces années Merkel ont pesé et que les Allemands aiment cette stabilité et que ces élections ne vont pas être des élections de rupture, quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne qui arrive dans le fauteuil d'Angela Merkel après ces élections et après les négociations qui vont suivre. Ça ne sera pas une rupture, il y aura de la nouveauté, mais il y a ce désir de continuer sur cette lignée avec un gouvernement stable, une majorité stable, et des projets qui avancent à un rythme plus ou moins rapide. Et c'est ce sera l'enjeu des négociations, de savoir comment l'Allemagne, comment le nouveau gouvernement arrive à pousser certaines réformes et certaines nouveautés en Allemagne en fonction de ce qu'il leur a réussi à négocier. Donc moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, là, c'est très nouveau. On est à 12 jours des élections et autour de moi, quand je pose des questions, personne ne fait de pari. On ne sait pas ce qui peut se passer encore. Parce qu'Angela Merkel s'en va, que cherchent les Allemands? Qui cherche les Allemands? Est-ce qu'ils cherchent un chancelier comme elle, etc. Tout est absolument ouvert et il peut se passer plein de choses. Moi, je pense que vu les indécis, vu qu'ils sont encore nombreux, le fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont voté par correspondance, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces chiffres annoncés par les sondeurs et 12 jours, c'est encore long. Et on ne sait pas du tout comment les choses peuvent se retourner. Donc, globalement, moi, je trouve ça plutôt passionnant, plutôt intéressant. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation et pas de grande inquiétude non plus. Ce n'est pas comme si l'Allemagne allait basculer dans un régime absolument inconnu avec un chancelier populiste, spectaculaire à la Trump. Donc, finalement, on est dans un cadre, mais un cadre qui est nouveau et qui peut préserver quelques surprises. Et pour revenir à votre deuxième question sur les débats, je pense qu'effectivement, c'est très difficile pour ces 3 candidats de proposer, de se glisser dans l'ombre de Merkel. Effectivement, Merkel est là, elle est encore en poste, elle est encore populaire. Si elle avait été candidate, peut-être même qu'elle aurait encore été réélue une 5e fois. Donc, il faut se démarquer par la personnalité, par le parti, par les idées. Et en même temps, il ne faut pas non plus proposer une trop grosse rupture. Donc, comme elle a incarné la fonction de chancelière pendant 16 années, il y a une certaine forme de personnification du pouvoir. Et forcément, ces candidats sont arrivés avec leur propre personnalité. Donc, on s'est beaucoup intéressé aussi à leur personnalité, leur manière de se mettre en position, et on n'a pas trop parlé des contenus jusqu'à présent. Un petit peu plus lors du 2e débat. C'est par petites touches. Il faut voir comment ça va se passer, ce qui va se passer dans les prochains jours. Grosso modo, ils n'ont pas le choix. Hein. Il faut qu'ils se démarquent, il faut qu'ils se différencient. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'en arrivant avec du contenu. Alors, avant d'arriver au contenu, je vais interroger Yoari, mais vous parliez du vote par correspondance, qui est aussi une différence par rapport à d'autres pays, dont la France. Est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage de personnes qui ont d'ores et déjà, puisque je crois que c'est ouvert depuis le mois d'août, fait leur devoir électoral, c'est-à-dire en sachant
quels que soient les candidats, etc., qu'ils allaient voter pour telle personne ou tel parti. Est-ce qu'on sait s'il y a un pourcentage déjà de la proportion d'Allemands en âge de voter qui se sont exprimés par ce vote par correspondance? Merci Pascal. Lors des dernières élections, si je ne me trompe pas, il y avait 28% de vote par correspondance. Cette fois-ci, on pense que ça peut aller jusqu'à 50%. Ah oui, donc c'est la moitié éventuellement. Et de l'autre côté, en même temps, je viens de lire un mot d'Allensbach, de cet institut classique de sondage allemand, du Baden-Württemberg. Et eux, ils disent 40% des Allemands sont indécis. Oui, c'est ce que j'avais vu l'autre jour, oui. Lors de cette élection. Donc, c'est encore une proportion. Jamais aussi élevé cette fois-ci. Et en même temps, si j'ajoute encore, et ça là est ma préoccupation profonde, lorsque vous prenez les sondages, quelqu'un que je connais bien dans ce monde des sondages m'a dit ouvertement, si nous étions honnêtes, nous devrions mettre avant les chiffres qu'on cite actuellement un plus-moins 5%, du moins. Parce que nous sommes totalement insécurisés sur les résultats finaux. Et ça, c'est peut-être un effet que nous connaissons en Allemagne depuis les élections régionales au Sachsen-Anhalt, où les résultats étaient un résultat pas du tout attendu ni par l'un ni par l'autre. Donc, je dirais modestie, les sondeurs devraient devenir humbles. Mais de l'autre côté, en même temps, je pense Hélène Kohl a mis l'accent. Je le vois en tant qu'Allemand, pardonnez-moi, un petit peu de manière différente. Moi, cette campagne qui n'arrive pas à démarrer, en réalité, me préoccupe parce qu'aucun des sujets clés pour le futur de l'Allemagne est discuté lors de cette pseudo-campagne. On a par exemple jusqu'à présent parlé ni de l'Europe, les affaires internationales, ni de la défense, ni de la Chine, donc sur ce que j'appelle le futur du modèle industriel allemand. On a mentionné, ah oui, il faut un ministère digital, comme si un ministère digital changerait tout. Nous avons déjà une ministre déléguée pour les affaires digitales qui n'a ni budget, ni compétences, ni personne autour d'elle, qui est seule à ce moment, Madame Dorothée Baird. Elle a plein de bonne volonté. Résultat, jusqu'à présent, zéro. Lorsque je parle de digitalisation, moi, je préfère parler de l'Estonie. Je dirais même la Pologne est plus loin que l'Allemagne ou la France. Là c'est un autre monde. Par exemple, on ne parle, ce sont des extraits de sujets desquels on parle. Et en même temps, j'avoue, je dois faire un grand compliment au parti SPD, aux sociodémocrates, qui mènent une campagne pour moi extrêmement habile. Certains en Allemagne appellent ça Teflon, la campagne Teflon. Très bien fait, très bien orchestré, surtout avec l'aide d'un institut de sondage. C'est aussi nouveau. C'est Civey qui organise pratiquement des sondages quotidiens avec des questions qui deviennent en général des questions suggestives, très bien orchestrées, très bien fait, respect pour ça. Et vous avez de l'autre côté les prétendants chrétiens démocrates souffrent énormément. Et Hélène Kohl a parlé de cette ombre qui est sur les élections allemandes. Ils souffrent ce que j'appelle de l'effet Merkel. Parce que Merkel a donné l'impression comme si elle ne soutenait pas. Et un grand journal allemand a même dit, ah oui, Merkel va voter les écolos, va voter vert lors de ces élections. Et cette rumeur a tenu 15 jours. C'est quand même incroyable dans un système. C'est-à-dire les sous-entendus en marché. Or, Laschet avait, ce que j'appelle, était sur la voie de subir le même destin qu'Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a jeté l'éponge à cause de Merkel. C'est ce qu'on sait aujourd'hui de manière assez claire. Parce que les journalistes n'écrivent pas.
Mais c'est tout à fait clair. Et en même temps, Merkel avait laissé de côté un parti pendant 16 ans. Je veux dire, tout ce parti chrétien-démocrate est dans un état d'impasse. À côté de ça, il y avait au printemps, comme avant les dernières élections, à l'époque, il y avait Schulz, si les uns ou les autres se souviennent de lui, plein de bonne volonté. Et cette fois-ci, c'était les Verts. Tout d'un coup, avec une candidate, une femme, pour la première fois en tête. Et après 15 jours, évidemment, les temps ont changé. Il y a les médias sociaux, il y a les contrôles de tout CV dans l'Internet. Il s'avère que Madame avait un petit peu corrigé son CV. Et depuis lors, la campagne ne marche plus. Et les Verts qui étaient déjà dans les sondages autour de 20%, sinon plus, peut-être même en tête, peut-être un chancelier, sont redescendus. D'où je dirais, une campagne que je dirais qui rencontre ni les préoccupations et qui insécurise finalement les Allemands de part et d'autre, qui ne savent pas où mettre leur croix. Alors, et vous avez devant vous, Frank Basner a raison d'avoir mentionné cela. Et ça, je dirais, j'ai participé après 3 élections dans les négociations de coalition. Je dirais cette fois-ci, lorsque je vois toutes les constellations, tous les problèmes, j'étais ensemble avec des députés allemands la semaine dernière, je dirais, si on a un nouveau chancelier à Noël, ce sera pas mal. Je m'arrête. Non, mais c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai un peu, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Alors, il y a une première question qui nous paraît en effet évidente, mais et Joachim, tu en as parlé ainsi qu'Hélène. C'est voilà, il y avait Angela Merkel depuis 16 ans. Quand on imagine, nous, on se remémore qu'il y a 16 ans, en effet, le président français s'appelait Jacques Chirac. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté des Allemands, et je vais être un peu brutale dans ma question, de vouloir en effet faire une alternance? Il y a eu la CDU pendant 16 ans avec Merkel. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de passer à autre chose, même si elle se représentait, peut-être que le résultat serait différent? Donc, est-ce qu'il y a cette volonté-là? Deuxième chose, on a parlé donc des Verts qui sont en 3e position avec une candidate qui a connu des… Mais est-ce que les Verts, un peu comme chez nous, ils sont soutenus par des jeunes? Alors, je sais bien que ce n'est pas la caractéristique de la population allemande, mais est-ce que les jeunes sont plutôt pour la candidate de 40 ans, Anna Baerbock, face à 2 hommes de 60 ans, Olaf Scholz et Armin Laschet? Et puis, dernière chose, donc en effet, ces Verts, s'ils sont dans une coalition, comment ça va s'organiser? Avec l'un des deux, éventuellement avec les libéraux, hein, donc, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont 4e aujourd'hui dans les résultats, et avec en effet des questions économiques dont on n'a pas beaucoup parlé aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une entente sur ces programmes dont personne n'a parlé? On a parlé donc il y a de l'économie, on peut parler aussi d'énergie, il y a un gros mot, hein, nous, en France, on adore le nucléaire. En Allemagne, vous en êtes sortis. Qu'est-ce qui peut se passer sur les questions énergétiques? Et puis, en effet, sur les questions internationales, puisqu'on n'a pas eu grand-chose et on est un peu resté sur sa faim, puisque si en effet tous les candidats, ces 3-là en tout cas, sont européens, on ne sait pas vraiment quel va être le programme qui va en sortir. Donc, merci de vos précisions. Hélène, si vous voulez bien commencer. Votre première question, c'était sur est-ce que les Allemands en ont un peu assez? Est-ce qu'ils veulent une rupture? Est-ce qu'ils veulent changer après ces 16 années de Merkel? Je pense que, en tout cas ici à Berlin, alors l'Allemagne n'est pas Berlin, et Berlin n'est pas l'Allemagne, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance générale pour le travail qu'a fait Angela Merkel autour de toutes ces années. Mais en même temps, il y a une certaine forme de satisfaction, c'est-à-dire elle a bien travaillé, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose parce qu'elle a aussi incarné cette Allemagne un peu… alors, encore une fois, c'est peut-être une vision de la capitale berlinoise, mais donc elle a incarné une prise de décision lente. On sait très bien qu'elle réfléchissait beaucoup, qu'elle pesait toujours le pour et le contre avant de prendre une décision. C'était comme si l'Allemagne était un gros bateau qui tournait lentement.
il y a eu des ruptures. Je vois, vous opiner, il y a eu certaines ruptures dans ces 16 années de Merkel, mais globalement, une fois qu'il y avait le contrat de coalition, on savait où est-ce qu'on allait au cours des 4 années. Bon. Et je crois que là, ce que je ressens moi ici à Berlin, c'est que les gens, ils sont, voilà, on tourne la page Merkel et on passe à autre chose. On passe à autre chose, mais qu'est-ce qu'on veut? Et ça, c'est la grande question. Que veulent les Allemands? On revient sur cette question de l'indécision. Est-ce qu'on veut une rupture rapide qui serait plus incarnée par une chancelière peut-être plus jeune, une chancelière verte, qui pousse, on le voit très clairement dans les débats, en avant son côté un peu disruptif? Ces deux hommes gouvernent ensemble, vous les connaissez, moi je vous propose autre chose. Alors là, effectivement, elle marque des points auprès des jeunes électeurs. Les 25-34 ans les 18-34 ans ont été très convaincus de ses performances lors du débat. C'est moins le cas des générations plus âgées qui sont beaucoup plus lourdes dans le quorum électoral. Les femmes aussi sont plus convaincues, c'est peut-être son profil de mère de famille, encore que vu de Berlin, encore une fois, il y a beaucoup de pères de famille qui trouveraient intéressant qu'on parle enfin des familles et de l'éducation en Allemagne. Donc ça, c'est la politique. Donc ça, c'est si on a envie d'une rupture brutale, on dirait avec Merkel, encore que brutale, que les choses soient claires. Annalena Baerbock ne va pas renverser la table si elle est élue. Elle aura une coalition, vraisemblablement avec le SPD ou avec la CDU. Il faudra qu'elle ait une coalition. Moi, je ne vois pas Annalena Baerbock comme une révolutionnaire qui changerait radicalement le cours de l'Allemagne. Après, il faut voir exactement qu'est-ce qui va se passer sur les négociations de coalition, si elle est en tête. Et puis ensuite, il y a tous les Allemands qui finalement se disent continuons sur le rythme Merkel. Continuons avec cette politique au centre qui finalement fonctionne bien. Cette grande coalition nous a sortis de crises majeures. Nous avons finalement continué à avoir une bonne position économique dans le monde. Nous avons réussi à défendre nos intérêts. Et puis, il faut continuer comme ça. Et là, effectivement, les gens qui veulent ça, ils ont 2 candidats. Un candidat de centre-gauche, Olaf Scholz, un candidat de centre-droit, Armin Laschet. Et ensuite, à eux de voir si, dans leur circonscription, ils veulent porter plutôt l'un de ces partis ou plutôt l'autre, et puis s'ils décident de soutenir l'un des candidats directs dans les circonscriptions. Vous aviez beaucoup de questions, mais peut-être. Mais voilà. Alors, j'ai passé la parole à Franck. Est-ce qu'il y a des thèmes de campagne? Est-ce qu'il y a des thèmes de campagne en Allemagne? On n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé beaucoup des personnes, mais est-ce qu'il y a quand même des thèmes de campagne qui ressortent dans les sujets, nous, on voit déjà un peu se profiler quelques sujets sur la prochaine élection française. Donc, quels sont les sujets? Parce que comme on parle que de Scholz, Laschet et des autres, on ne voit pas très bien quels vont être les sujets qui intéressent les Allemands au moment où ils vont aller voter le 26. Avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter un mot sur l'analyse qu'a faite Hélène Kohl sur continuité ou rupture. On peut lire ça même un peu plus radicalement. On pourrait dire que visiblement la remontée de Olaf Scholz avec un parti qui semblait déjà complètement battu peut s'expliquer, c'est une hypothèse, par le fait qu'il est au gouvernement, qu'il est là à côté de Merkel depuis. Oui, il est le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances. Et il est ministre des Finances, donc c'est un poste clé. Il est soi-disant vice-chancelier. Ce poste officiellement n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Il est vice-chancelier. Et évidemment, ceux qui, au fond, aimeraient la continuité en M. Merkel, qui est d'un autre parti. Mais peu importe, parce que de toute façon, distinguer les positions de Merkel et du SPD, du gouvernement de la Grande Coalition, c'était compliqué. Elle a souvent adopté des mesures préconisées par les sociodémocrates. Donc, là aussi, c'est une réalité. On va voir jusqu'où ça paye, mais la continuité est clairement une option que Scholz propose. Maintenant, les sujets. C'est vrai qu'au début, la campagne était exclusivement centrée autour des 3 personnalités clés. On oubliait, et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat concernant les autres partis, c'est vrai, il y a d'autres partis qui ont peut-être un mot à dire le moment venu. On concentrait tout sur les 3 personnalités clés. Maintenant, dans les 2 débats télévisés qu'il y a eu quand même des sujets qui ont émergé. Joachim disait que certains sujets n'ont pas apparu, c'est vrai. Il y a des blind spots importants, mais quand même, il y a quelques sujets qui ont émergé.
sur les impôts, par exemple. Est-ce qu'il faut augmenter ou pas les impôts? Ça, c'est un clivage très classique. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Voilà, ça aussi, c'est un sujet très classique, social, où on peut faire la différence. Du reste, les trois ne peuvent pas, dans les débats télévisés ou d'autres prises de parole, se taper vraiment dessus. Les trois ne le peuvent pas parce qu'on ne sait pas qui devra négocier avec qui. Donc, il faut une certaine courtoisie, il faut respecter les règles, il faut rester quand même assez, comment dire, correct dans les reproches qu'on fait aux autres. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai aussi que sur les sujets, le numérique a été mentionné, l'innovation, les procédures administratives, soudainement, tout le monde veut accélérer ça. Tout le monde veut simplifier l'administration. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi les deux partis au gouvernement ne l'ont pas fait. Qui c'est qui a gouverné? Ce n'est pas les Verts, ce n'est pas les libéraux. Les dernières années, c'est les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Donc, une promesse de celui qui aurait pu le faire déjà il y a 4 ans, eh bien, c'est une promesse un peu bizarre. Bon. Alors, les grands sujets, c'est vrai, on reviendra sans doute là-dessus, restent un peu dans le flou. L'échec de l'Afghanistan n'apparaît presque plus. On n'ose pas trop en parler. On n'ose même pas dire que l'Allemagne a besoin de 400 000 immigrés tous les ans pour maintenir le niveau de l'emploi. 400 000 tous les ans. Ça, personne n'ose le dire. Et on n'ose pas dire non plus qu'on ne peut pas gérer ça par le droit de l'asile. Ça n'a rien à voir. Il faut enfin avoir une politique d'immigration réfléchie, raisonnable, transparente, honnête et tout ce qui va avec. Personne n'en parle parce qu'évidemment, ça fait peur. Donc là, vraiment, on est mal parti sur certains sujets. Peut-être l'Europe, oui, là, il y a aussi un autre clivage qui s'annonce. Il y en a qui disent, les sociodémocrates et les Verts, surtout, qu'on va certes respecter le sérieux dans le financement, donc on ne va pas mettre en commun toutes les dettes, mais on va renégocier le pacte de stabilité. C'est un souhait de la France, de l'Italie, et selon les résultats, on aura plus de facilité ou moins de facilité pour négocier une nouvelle phase dans ce pacte de stabilité. Voilà un peu pour les sujets que je vois émerger, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vide. Alors, Joachim Si Bitterlich. vous permettez, j'essaie de revenir à tes questions, Pascal. Instabilité ou bien stabilité en Allemagne. D'un côté, je vois ça, l'allemand a une tendance vers la stabilité, c'est clair. De l'autre côté, et c'est pour ça que l'allemand, et ça sont les derniers sondages le démontrent, personne n'a peur d'une coalition entre les Verts et les sociodémocrates, entre les Verts et les chrétiens-démocrates, mais on ne veut pas avoir Die Linke, la gauche, proche communiste, dans ce gouvernement. C'est du moins les derniers qui le disent. Ni on ne veut pas voir non plus l'AfD, même si la CDU partiellement est allée un plus vers la droite de nouveau. Ou comme la SPD est allée beaucoup plus vers la gauche dans ces candidats lorsque vous regardez un futur groupe parlementaire, c'est ça ce qui est décisif chez les Allemands, et ce sera côté social-démocrate beaucoup plus à gauche que dans le passé. Attention pour les questions de l'OTAN ou bien de la défense à cet égard. Et vous avez un autre effet, Hélène Kohl, attention aux Verts. Vous avez aujourd'hui un groupe parlementaire qui est pragmatique, même si Franziska Brandner me cite toujours la règle des 55-45, il faut toujours voter, il faut toujours se réassurer pour avoir la majorité pour une avancée, je dirais, pragmatique. Il faut faire attention. Attention, ce futur groupe parlementaire vert sera beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus difficile à gouverner que ce groupe dans le passé. Ce sont des jeunes qui arrivent, Fridays for Future, etc., seront beaucoup plus à gauche que le groupe actuel. D'où une difficulté, je dirais, énorme côté social-démocrate, comme côté chrétien-démocrate, comme côté vert, dans ce futur Parlement allemand. Et si vous mentionnez instabilité, stabilité, moi je vois Armin Laschet, qui a une longue expérience au niveau du Parlement, qui a une expérience
d'un land important, il est un petit peu comme Kohl en 82. Il arrive là tout d'un coup dans la capitale et il dérange les systèmes quelque part. Les gens n'arrivent pas à le juger du tout. Et par contre, Olaf Scholz, on arrive à le juger, on connaît ce visage, on le connaît, un homme calme, extrêmement posé. Il a une série de scandales autour de lui dont personne ne parle. D'où un candidat qui incorpore, et ça c'est juste pour les gens, la stabilité vers le futur. Entièrement juste. D'où pour moi, ma grande préoccupation est-ce que cette Allemagne du futur sera gouvernable, oui ou non? Est-ce que nous aurons un gouvernement vraiment à la fin de l'année? Sous quelles coalitions? Est-ce qu'on sera capable d'aller vers une décision? J'ai eu un long débat avec des parlementaires libéraux et avec des parlementaires aussi de la gauche, Die Linke, ces dernières semaines. Et j'ai été étonné que les deux me disent clairement, à la fin, ça ne marchera pas avec nous. Oui, donc ils sont dans une position où ils sont ouverts, mais pas à n'importe quelle condition. Exactement. Et d'où un libéral m'a dit ouvertement, aller dans une coalition avec les sociodémocrates et avec les Verts, non, ça déchirera les partis libéraux. Ça ne marche pas. Et la même chose, un gars du Link m'a dit, non, on ne peut pas entrer dans une coalition, même si on voulait bien, mais avec ce monsieur Scholz, ça ne marchera pas. C'est drôle, hein, c'est drôle. Et du coup, la question que je me pose, est-ce qu'on aura vraiment une Allemagne gouvernable jusqu'à la fin de l'année, une Allemagne qui pourra être capable de négocier à l'échelle européenne des accords? Imaginez par exemple les Verts au sein du gouvernement allemand et qui diront une de nos conditions est le stop de tout soutien nucléaire au sein de l'Union européenne. Réponse de la France, bien. Condition sine qua non, ou quel sera le résultat? D'où on aura un beau débat franco-allemand. Oui, ça c'est sûr qu'une fois que les Allemands auront leur gouvernement, une des demandes des est fermeture de Cattenom. On a fermé Fessenheim, maintenant fermé Cattenom, etc. Et politique énergétique européenne, est-ce qu'on est en faveur de l'ouverture de nos frontières dans le domaine de l'énergie? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est disposé non seulement d'exporter l'électricité gagnée par le vent et par la photovoltaïque, est-ce qu'on est aussi disposé à importer de l'électricité gagnée à partir du nucléaire ou par du charbon? Attention, drôle d'une situation, franchement. Pour moi, je n'ai jamais vécu une telle situation aussi difficile à prévoir. J'ai une question directement à vous poser, Joachim Bitterlich. Cette sensation que vous avez quand vous parlez avec des gens du FDP, des libéraux, ou avec des gens de Die Linke qui disent « mais non, avec nous, finalement, ça ne marchera pas », est-ce que ce n'est pas parce qu'on est justement en ce moment encore dans une phase de campagne électorale et que, heureusement, vous avez fait de la politique, que ces phases sont pleines d'espoir et qu'on a envie de porter le cœur de ces idées, les poser et les donner et que les électeurs s'en saisissent et qu'après, le pragmatisme rattrape tout le monde, j'ai parlé surtout en ouvertement Allemagne. de responsabilité. J'ai dit ouvertement à ses interlocuteurs, soit des uns ou des autres, est-ce que vous ne pensez pas une seconde à votre responsabilité pour la stabilité de l'Allemagne? On a besoin d'un gouvernement parce que regardez les défis devant nous, qui ne sont pas les défis dont vous parlez. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement stable aussi vite que possible pour pouvoir répondre à... Ils me disent oui, c'est tout à fait correct, on est d'accord, mais il y a certaines questions qui puissent déchirer un parti et les deux me l'expliquent à partir de l'expérience concrète.
Et pour moi, ce sont les médias qui sous-estiment ces conseils. Et les libéraux, qui est un libéral plutôt, je dirais, pragmatique, plutôt centre-gauche, il me dit ouvertement, ah non, 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 on n'a pas envie. Hein. On a vécu ça une fois, deux fois, non, terminé. Le SPD on ne peut plus. Le SPD, il y a 4 ans, disait il est hors de question qu'on gouverne avec Angela Merkel. Et finalement, ils le font. Et puis 4 ans après, ils sont peut-être aux portes du pouvoir. Donc, ce n'est pas finalement un parti et un pari parce que le parti, il y a 4 ans, a su mettre de côté toute une série de questions clés que le parti aujourd'hui ne peut plus mettre de côté. Hein? Et là est le problème de fond. Lorsque je regarde, par exemple, la composition du futur groupe parlementaire au sein du Bundestag, hein, et je mets de côté tout le problème, Frank Basler a fait allusion à ça, qu'on pourrait avoir peut-être 900 députés tout d'un coup, le choc, et faire des réunions au Eisstadion, au stade de à Berlin, parce qu'il n'y a pas assez de place au Bundestag, mais non. Et il y a ce groupe va aller vers la gauche et la paix a été signée entre les deux ailes, si vous voulez, jusqu'au lundi 27 septembre. Et ensuite, on verra. On verra. Joachim, quand vous... J'avoue, je suis incapable de faire un pronostic. Mais Joachim, quand tu dis que l'Allemagne gouvernable, alors ça voudrait dire que le 26 ou le 27 au matin, on a une situation qui est peu claire, avec 3 partis qui sont dans un mouchoir de poche, enfin les 3 principaux, mais en effet peut-être des négociations au moins avec l'un d'entre eux qui est le Parti libéral, le FDP. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans l'Allemagne non gouvernable qu'on n'arrive pas à négocier, qu'on n'arrive pas à trouver un accord et qu'on doive, comme dans certains pays, se rendre à l'évidence que on n'arrive pas à former une majorité et donc il faut imaginer de revoter et donc pendant la période de transition, Angela Merkel sera toujours à la chancellerie. On a fait ça la dernière fois en 1982. Mais c'est très rare et le système allemand le rend extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Le système allemand ne l'aime pas. Oui, parce qu'en effet, on a voté, on a demandé aux électeurs de donner un point de vue. Donc maintenant, débrouillez-vous, vous devez être assez grand pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut être la politique de l'Allemagne pendant les 4 prochaines années. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ces 12 derniers jours, puisqu'il en reste 12? Est-ce qu'il peut y avoir une affaire? Est-ce qu'il peut y avoir un rebondissement? De quel côté? Quelle est la surprise, Überraschung, qu'il peut y avoir dans cette dernière semaine de campagne? Bien. On peut essayer de lancer quelques idées. On l'a bien vu dans les derniers débats télévisés, le ton a monté quand même d'un cran. C'était un peu plus agressif. Il y a eu des tentatives de se démarquer plus brutalement, parfois par des demi-vérités. Donc, c'était un peu plus polémique. Mais une fois de plus, je crois que tout le monde devra respecter quand même ses adversaires parce qu'on sera autour de la même table très vite, probablement après l'élection. Donc, je ne m'attends pas vraiment à de grandes surprises, sauf s'il y a un événement non prévisible de l'extérieur. Ça peut toujours faire basculer. Pensez aux inondations. C'est un événement majeur que personne n'a vraiment vu venir, qui aurait pu profiter au vert, mais qui ne l'a pas fait apparemment. Donc là, c'est vraiment difficile à dire. Quant à la campagne, je pense que tous les partis, vraiment tous les partis, vont lutter pour avoir un maximum d'élus directs, parce que c'est là qu'on peut intervenir sur sa circonscription. Là, c'est parfois une centaine de voix qui peut faire la différence. Et là, ça mérite vraiment l'engagement de tous et de toutes. Au niveau des têtes, je pense que ça peut bouger. Et comme l'a dit Joachim Petali, c'est vrai que les sondeurs ont une marge d'erreur beaucoup plus importante que normalement. Donc là, de toute façon, on ne sait pas. Je crois qu'on va mobiliser un maximum parce que très souvent, ce sont les abstentionnistes qui ne s'abstiennent pas par conviction, mais plutôt par paresse,
c'est là qu'il y a un potentiel qu'on peut évidemment essayer de gagner. Donc, mobiliser. Je pense que la mobilisation sera un point fort des derniers jours. Moi, j'ajouterais, pas du tout comme surprise, il y a en même temps des élections régionales, à ce moment-là en Allemagne, dans le Mecklenburg-Vorpommern et en même temps à Berlin. Et à Berlin, les derniers sondages, ont démontré une certaine surprise. C'est la SPD en tête, 25%, avec Madame Giffey, qui mène, si je crois les gens du côté de CDU, une véritable campagne de CDU, sur les mêmes titres que la CDU la dernière fois. Et vous avez autour de 16%, trois partis, Die Linke, qui a une force traditionnelle à Berlin, suite à la réunification par l'Est. Deux, les chrétiens démocrates, aussi 16, et les Verts ont baissé à 15%, où la ville donnait plutôt l'impression qu'une mairie, je dirais, verte était possible. Ça change, mais évidemment, avec 25 contre 16, 16, 16, on ne peut pas former un gouvernement, un futur gouvernement pour la de Berlin. Est-ce que ce sera la coalition ancienne? J'ai des doutes. Quelle sera la coalition au futur? D'où je dirais, toute une série de questions devant nous. Par contre, au Land de Mecklenburg-Vorpommern, il semble que le gouvernement actuel sera bien confirmé, hein, sous Madame Schwesi. Et ça marchera. Et c'est un gouvernement qui a atteint surtout ses objectifs. Peut-être quelques mots sur qu'est-ce qui peut se passer. Effectivement, il peut se passer plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Alors, des inondations, Franck l'a évoqué. On peut aussi imaginer qu'il fasse 32 degrés dans le nord de l'Allemagne le jour des élections et que ça inquiète finalement les gens qui crèvent de chaud en attendant patiemment avec les distances de sécurité devant les isoloirs, avec les masques, etc. Et que finalement, cette question du climat, qui est la préoccupation première des électeurs et des électrices ici en Allemagne, fasse finalement joue un rôle finalement plus important que prévu dans les résultats finaux. On ne sait pas, le coronavirus, la maladie, l'épidémie, on n'est pas encore sorti de cette pandémie mondiale. On n'en parle finalement pas beaucoup. Le taux de vaccination en Allemagne n'est pas assez bon pour pouvoir affronter sereinement l'automne et l'hiver. Il est beaucoup plus bas qu'en France. Ce débat autour d'un pass sanitaire à l'allemande, il est évoqué à demi-mot. On n'en parle pas beaucoup parce qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent cliver. On a eu ce mouvement des Querdenker bien avant celui de la France, dès le mois d'avril 2020, qui a quand même bien secoué le débat public en Allemagne et qui a montré qu'il y avait des lignes de fracture parfois violentes qui pouvaient s'immiscer dans le débat et créer des vrais questionnements démocratiques. Bien 6 mois avant l'attaque du Capitole à Washington, il y a un groupe de Querdenker à Berlin qui monte comme ça, on ne va pas dire que c'est un assaut sur le Bundestag, mais qui s'installe sur les marches du Bundestag suite à une harangue un petit peu farfelue d'une manifestante un peu plus bas sur les marches. Donc, ça, c'est un vrai question. Et puis, les scandales. Alors, je dois dire que autour du candidat Olaf Scholz tournent quelques affaires qui, pour l'instant, glissent sur lui. C'est le candidat Teflon. Il fait le dos rond, ça glisse. Ça a très, très bien marché avec Angela Merkel, mais Angela Merkel n'a jamais été confrontée au quart des affaires qui tournent autour de M. Scholz. Alors, pour l'instant, ça passe. Mais combien de temps ça va durer? Ce candidat qui, effectivement, Joachim Vital l'a ramené, c'est l'aile droite, centre-droite au sein d'un parti centre-gauche, mais il y a la jeune génération qui pousse, beaucoup de gens dans les circonscriptions qui ont un ancrage beaucoup plus à gauche que ce candidat tête de liste. Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir des ruptures, des basculements vers plutôt le parti Die Linke ou plutôt les Verts?
tout ça, c'est finalement beaucoup de questions qui se posent. Et effectivement, la clé, ça sera la mobilisation. Il faut dire aux gens que finalement, c'est eux qui ont la main le jour du 26. C'est là que ça va se jouer. Finalement, pas autour du débat, du prochain débat ou quoi. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire de l'Allemagne et allez voter, allez vous mobiliser. J'ai l'impression que là, pour le coup, cette campagne très molle, très endormie par l'été, etc., est en train de se réveiller. En tout cas, il se passe des choses ici à Berlin. Je me déplace un petit peu en Allemagne, effectivement, pour du reportage. On sent que ça commence à préoccuper et ça commence vraiment à intéresser. On se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, c'est nous qui avons les clés de la réponse. Donc, à suivre. Alors, en effet, vous l'avez dit, Olaf Scholz, c'est le candidat modéré. Je précise aussi à nos auditeurs que c'est le seul des trois qui n'est pas président de son parti. Il est le candidat du SPD, mais il n'est pas le président du parti. Alors, il y a beaucoup de questions, Yoachim, toi qui es un spécialiste, tu peux revenir après, mais il y a quand même beaucoup de questions sur, en effet, qu'est-ce que va faire l'Allemagne en matière de défense après ce qui s'est passé en Afghanistan, le lien avec l'Amérique, où il y avait chez nous une indépendance vis-à-vis de l'Amérique moins vraie du côté des Allemands, et qu'est-ce qu'on va faire justement en Europe? Alors justement, là c'est la question qui m'est posée. En Europe, pour en effet faire avancer l'Europe, il y a toujours besoin d'un couple franco-allemand solide. Alors, quel va être en effet le partenaire? J'ai bien compris qu'il allait y avoir du temps avant qu'on le connaisse, mais quel est le partenaire avec lequel ce sera peut-être le plus facile pour œuvrer en matière européenne? Yoachim. Je te dis franchement, c'est impossible de donner un pronostic clair pour ce que j'appelle pour le gouvernement français. En tout cas, pour moi, l'Allemagne sera au futur un partenaire plus difficile que les Français que dans le passé. Lorsque je regarde certains sujets classiques comme les négociations entre Merkel et Macron sur le programme de relance post-Covid, là, il y a une certaine, je dirais, un pragmatisme qui est entré en Allemagne, sauf les Allemands n'aiment pas les eurobonds. Hein? Trouver une autre forme à cet égard, il n'y a pas la plus grande hostilité. Mais, je dirais, lorsqu'on parle de la protection du climat, attention Hélène, c'est le sujet numéro 3 des Allemands, ce n'est pas le numéro 1. Le sujet numéro 1 pour les Allemands, c'est leur portefeuille, maintenant, plus que jamais. Les Allemands ont peur, post-Covid, d'augmentation des impôts et surtout une augmentation du coût de la vie. Ce sont les deux premiers sujets de peur des Allemands. Les climats, les catastrophes naturelles, ça viendra après, même parmi les jeunes. Hein. Ça a changé un petit peu. L'Allemand regarde, attention, et ça peut jouer pour les élections et l'argent. Mais sujet défense, pour moi, c'est le sujet, et j'ai discuté ce sujet, j'étais en Pologne la semaine dernière, en Pologne, et le constat est, pour une défense européenne suivant les modèles qu'on a vus se développer jusqu'à présent, il n'y a plus de majorité en Allemagne. Et nous avons une difficulté énorme pour lancer un tel débat pour que l'Allemagne, je dirais, soit à jour, soit capable d'entrer dans des coalitions européennes de manière normale. Et hélas, ce sera un des sujets sur lesquels il faudra réfléchir beaucoup, non seulement en germano-allemand, mais aussi en franco-allemand. Ce sera un des sujets difficiles. L'autre sujet difficile, évidemment, ce sera le futur de l'économie. Les Allemands comprennent lentement certains sujets que Emmanuel Macron et d'autres ont lancés, par exemple sur l'autonomie stratégique européenne en matière économique, commerciale. Ça, les Allemands comprennent.
le mot politique industrielle n'est plus un F-word, comme les Anglais disent, comme c'était dans ma jeunesse politique, où j'étais accusé à plusieurs reprises par le ministère de l'économie, par les libéraux, d'avoir utilisé ce mot, d'avoir vouloir faire entrer l'Allemagne dans une politique industrielle. C'est beaucoup plus ouvert que dans le passé. Mais attention, nous avons un sujet devant nous qui sera un des sujets, je dirais, les plus difficiles à l'échelle européenne aussi, c'est la sécurité intérieure, y compris migration. C'est un des sujets, par exemple, que les chrétiens démocrates mettent en avant ces 2 dernières semaines avant l'élection, avec un programme particulier qu'ils ont lancé. Ce sera un des sujets, je dirais, les plus difficiles que nous avons devant nous. Bien. Quelqu'un dit, Jean Quatremer, comme d'habitude très gentil, les jeux ne sont pas faits, mais Jean, il faut savoir, la plupart des gens envoient leurs lettres pas 15 jours, 3 semaines à l'avance, ça se passe dans les derniers 15 jours. D'où la difficulté de bâtir un sondage de là. Donc, on a bien compris. Donc, vous voyez, ce sont des sujets qui sont difficiles. On verra. Oui, on a en effet... Oui, Franck. Je voulais juste compléter sur le sujet défense. C'est vrai, c'est compliqué, ça sera encore plus compliqué qu'avant, mais quand même, ça bouge, parce que quand on a entendu la candidate verte dire que la Bundeswehr, l'armée allemande, doit être mieux équipée, doit avoir les moyens pour vraiment pouvoir accomplir sa mission, ça a quand même résonné dans certaines têtes, parce qu'il y a 10 ans, c'était impensable que la chefferesse verte dise, ben oui, la Bundeswehr, c'est quand même pas n'importe quoi. Je pense que le choc de l'Afghanistan, ça peut être aussi salutaire pour certains débats. Le problème qu'on a, objectivement, au niveau européen, avec les États-Unis qui, on a vu Trump, ne sont pas forcément toujours disposés à faire le travail. Donc je pense que les lignes bougent un peu, mais c'est vrai que dans le débat franco-allemand et avec les Polonais en plus, ce sera très difficile. Mais il n'y a aucun des trois, ni les libéraux d'ailleurs, qui veut sortir de l'OTAN. Donc je ne pense pas qu'il y a un risque de fond, c'est plutôt une capacité de concevoir quelque chose de nouveau. Et là, on peut être sceptique, c'est vrai. Bon, donc, on a compris que donc, ces élections étaient dans leur ultime phase, qu'il y avait encore des surprises, mais bon, plutôt c'est des sondages qui se seraient trompés. Et quand Joachim parlait de cette plus 5, moins 5 dans les sondages, on arrive en effet à une quasi-égalité entre certains candidats. Et donc, en tout cas, donc, le 26 septembre au soir, on aura donc une photographie de l'arrivée, comme un peu dans le tiercé. Il y aura un qui sera un peu devant les autres. La question, c'est de savoir qui et avec quelle marge de manœuvre par rapport à son est-ce que c'est d'une courte tête? Est-ce que c'est plus large? Et donc, ça pourrait donner aussi une indication sur les coalitions pour, en effet, faire en sorte d'imaginer ce gouvernement, puisque au-delà du chancelier, dont on parle beaucoup en France, qui sera le successeur d'Angela Merkel, vous avez répondu. Donc, je voudrais simplement que vous donniez chacun une petite conclusion en 1 minute sur, en effet, vos pronostics ou le souhait qui serait le mieux pour vous, pour l'Allemagne et peut-être pour l'Europe. Alors, on va commencer par Joachim Bitterlich, allez, dans le sens contraire. C'est la question pour moi la plus difficile parce que je pense Laschet, Scholz, Baerbock sont des pro-européens, aucun doute. Ni sur l'un ni sur l'autre. Le plus franco-allemand dans le sens, je dirais, européen est peut-être Laschet à cet égard, peut-être, oui, je pense que oui, mais ça ne veut rien dire sur ce
que j'appelle la résonance électorale ou sur ce que l'électorat pense en réalité. Et là, pour moi, là est la grande difficulté. Angela Merkel, avec son, je dirais, son Klein-Klein, on dit en allemand, Frank Bastin, je pense, me comprend, son pragmatisme presque extrême, hein, a habitué les Allemands à une politique très pragmatique, par papa. On ne veut pas vexer quelqu'un, on ne veut pas offenser quelqu'un, sauf dans une seule situation où elle a agi tout de suite, parce qu'elle n'avait pas de choix en réalité. C'était les questions de migration en 2015. En 2015, Richard Pendas. Sur ce que j'appelle la crise financière. Elle a mis 3 ans. Elle a mis 3 ans pour faire réagir ce que j'appelle la barque, ce tanker européen. Elle a été extrêmement pragmatique, avec beaucoup de précautions, peu de changements. Et en réalité, cette Allemagne, pour moi, et là est le point, se trouve devant des décisions beaucoup plus cruciales que dans le passé, beaucoup plus dures, beaucoup plus difficiles. Le modèle économique et social en question, le modèle de l'industrie allemande en question, les retraites en question, le système de santé, il faut le revoir. On est nettement plus cher que la France à cet égard, même. Les Allemands payent du moins plus que les Français. Il faut revoir notre système d'éducation, de formation, regarder l'état réel des écoles. Il faut discuter ouvertement sur les aspects des migrations, parce que l'Allemagne a besoin d'une certaine partie de migrants pour pouvoir maintenir, je dirais, son économie, oui. Et ce sont des sujets, je dirais, plus cruciaux qu'il y a 4 ans, qu'il y a 8 ans, qu'il y a 12 ans, ou qu'il y a 20 ans. Et la politique a fait plutôt endormir le peuple. Et au fond, il faudrait le secouer. Alors Hélène, qui pour secouer? Alors, je suis peut-être un petit peu. Alors, encore une fois, moi, je parle depuis Berlin, c'est la capitale fédérale. Donc, effectivement, là, c'est le grand moment de Berlin. En plus, on vote en plus à Berlin au niveau du Land. Donc, il se passe beaucoup de choses. C'est très animé. Il y a de la politique partout. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu réveillé le peuple là. Combien de temps ça va durer? Est-ce que le peuple va se mobiliser? Mais j'ai tout de même l'impression qu'il y a une prise de conscience, effectivement, des défis qui vont être menés. On vient de traverser des années, des 18 mois de crise sanitaire, je dirais, historique. On ne pensait quand même pas vivre ça dans notre vie. Et on se retrouve à se dire peut-être que ça va se reproduire. Finalement, c'était bien qu'on ait Angela Merkel aux manettes pendant cette crise, avec un gouvernement unitaire, un gouvernement presque d'union nationale, puisqu'en fait, tous les partis quasiment ont suivi globalement la ligne dirigée par Berlin, sauf le parti AfD, qu'on a à peine évoqué dans cette discussion, et qui fait vraiment bande à part dans ce débat électoral. C'est le seul parti qui demande que l'Allemagne sorte d'ailleurs de la zone euro et de l'Union européenne. Moi, je me demande si, face à tous ces défis, ce n'est pas finalement le pragmatisme qui va l'emporter après les élections, après le temps de la discussion et des élections et de cette campagne où il faut qu'on se démarque, où il faut un petit peu voilà, qu'il y a quelques attaques personnelles parce que les candidats n'ont pas le choix. Si derrière, il n'y aura pas tout simplement une discussion en disant il faut avancer certains sujets et il faut s'entendre. C'est pour ça que je pense que, après, je peux me tromper, au fond de moi-même, j'ai une petite voix qui me dit que la CDU va faire plus qu'elle n'est actuellement dans les sondages parce que c'est le parti qu'on connaît, c'est le parti qui joue sur « avec nous, pas d'expérience, vous nous connaissez, face aux défis, finalement, on saura tenir la barque ». Mais la CDU avec qui? Et moi, je pense que ça, c'est l'autre grande question qui me taraude, c'est est-ce que là, il ne va pas y avoir une volonté vraiment de secouer les choses en portant davantage les Verts qui incarnent cette rupture et qui incarnent cette accélération. C'est les deux questions que je me pose. Moi, actuellement, quand je regarde les sondages, j'ai l'impression un petit peu
alors que je vous parle depuis Berlin, la rouge, verte, rouge, rouge, verte, que la CDU est un petit peu sous-estimée, tout comme les verts peut-être également. Et puis, donc ça, c'est quand j'écoute, je dirais, ce que mon Bauchgefühl, comme disent les Allemands, il va se casser. Et puis, si j'écoute la tête, je me dis, bah, faudra peut-être un gouvernement d'experts. Et effectivement, ce fameux gouvernement du feu tricolore pourrait peut-être, à ce moment-là, incarner une forme de gouvernement de, ben, on prend des gens qui vont faire du social, le SPD incarne ça, on prend des gens qui s'y connaissent sur les enjeux climatiques. Je revoyais un sondage qui date du 1er septembre, qui dit qu'à 66% les Allemands pensent que Qui les a fait questions le du climat sondage? et d'environnement sont... Ce sondage, je vais vous dire tout de suite, je l'ai retrouvé là, c'est un sondage de... Alors, je ne peux pas vous dire ça, je l'ai là exactement. C'est sur le site de la FAZ7. Donc, après, les Allemands pensent que ce n'est pas forcément ce thème-là qui fera la différence. Et c'est l'un des sujets qui est important. Et juste derrière, effectivement, vous avez raison, Renten und Sozialsystem, donc les questions d'argent, du portefeuille. Donc, finalement, voilà. Donc, le SPD pour l'aspect social, c'est important. On sort d'une crise sanitaire. On a parlé de santé, on a parlé d'éducation, et ça, ce sont des sujets forts du SPD, le climat, voilà, et puis la digitalisation, la numérisation, qui est un échec patent des dernières années, et donc dans ce cas-là, on pourrait prendre les libéraux et avoir un gouvernement finalement qui s'entendrait sur un gouvernement de défis. On a des défis, et on se met ensemble et on les a. Ça, c'est quand je me dis, c'est la tête qui pense, le ventre me dit que finalement, peut-être, on va y avoir sûr. Alors, Franck, feu tricolore ou feu d'artifice? Je ne sais pas, comme les autres, on est un peu dans le flou, évidemment. Quand j'essaie d'être optimiste, je me demande d'abord soyons pessimiste et réaliste. Après tout, il n'y aura pas de grands changements. On va négocier pendant des siècles, on va avoir un gouvernement, on va se bagarrer autour des portefeuilles et on aura un gouvernement qui mettra de côté à nouveau les grands sujets qui fâchent parce que chacun aura sa ligne rouge. Et si on met ensemble les lignes rouges, on ne traversera jamais la route. Voilà, ça c'est le côté pessimiste. Pour être optimiste, il faut avoir une certaine foi dans le Saint-Esprit qui peut, le moment venu, inspirer et insuffler une sagesse. On peut espérer que les responsables sentent le moment historique que nous vivons tous en Europe et dans le monde entier. Et donc, oui, avec un peu de courage politique, on pourrait changer effectivement des choses, y compris faire un gouvernement aussi avec des ministères de spécialistes, pourquoi pas. Ça, c'est le petit rêve qu'on peut avoir quand on est optimiste. Yorim, tu voulais dire quelque chose, alors je t'en prie. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est encore le moment. Non, mais le gouvernement des experts, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce que j'appelle dans le mind du parlementarisme allemand. Moi, ce que je crains d'abord, c'est le système électoral. Franck en a fait allusion. Imaginez demain 900 députés au Bundestag. Ah oui, ça c'est possible. À cause du système. Mm-hmm. Oui, c'est possible. Et imaginez, sur les 900, vous aurez à peu près 300 qui n'avaient jamais avant l'espoir d'entrer dans le Bundestag. Mm-hmm. Ce sont les qui étaient des derniers rangs des différents partis et qui vont perturber encore davantage le Bundestag. Bien, je regrette que ces partis politiques n'ont pas su se mettre d'accord sur une réforme électorale qui dit 600 max ou 650, je ne sais pas combien, max au Bundestag. Ce sera d'où une grande difficulté pour chaque parti politique à ce moment-là. Pour chacun, imaginez qu'on aura pas seulement qu'on aura 150 AfD au sein du Bundestag. Alors, je précise juste pour nos auditeurs qu'il faut avoir 5% de voix pour entrer au Bundestag. Donc, c'est les partis simplement qui font plus de 5%. Hein, donc voilà. Imaginez un groupe parlementaire des Verts avec 180 ou 200 députés, dont une centaine qui n'a jamais vu un parlement de près, si vous voulez. J'exagère là, exprès. Mais ce sera un groupe hors contrôle, ou du moins difficile à contrôler.
Et moi, ce qu'Hélène dit, c'est peut-être un rêve, mais ça présuppose que les partis politiques se disent stop, on nomme un de nous chancelier, on va essayer de trouver un système peut-être d'alternance entre nous, hein, et on va essayer de gouverner comme ça l'Allemagne. Je ne sais pas si ça marche avec les Allemands, si ça marche dans le système allemand. L'ego de l'un ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, je dirais, est quand même fort. Hein. Mais ce que moi j'aimerais bien voir, qu'il y ait une instance morale qui secoue un petit peu les partis politiques, qui leur dit, bien, attention, les défis ce sont les suivants qu'on a devant nous. Vous devez, le peuple allemand a besoin d'une réponse. Par exemple, nous n'avons pas parlé ici de la future relation, par exemple, avec la Chine. Europe face aux États-Unis, Oui, face à la mais Chine. ça n'a pas été abordé dans aucun débat, donc L'Allemagne a oui. été un protagoniste dans une politique d'ouverture face à la Chine. Mais je dirais, les Américains nous rappellent progressivement à l'ordre, nous les Européens. Prenez certaines distances face aux Chinois parce qu'à 1, 2, 3, les Américains ont certaines raisons pour dire de l'autre côté, ce serait bien de se concerter avec les Américains sans dépendre d'eux à cet égard, d'avoir une position propre européenne. Or, je regrette la politique européenne pour réassurer les Européens, c'est pas seulement la Chine, c'est aussi la Russie, c'est tout le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, au futur en Afrique? Un des, pour moi, échecs flagrants de la politique européenne, c'est la politique africaine. Je regrette. C'est un échec flagrant sans qu'on en tire les conséquences. Et les Allemands vont discuter, est-ce qu'on peut rester au Mali? Est-ce qu'on peut aller, même avec les Nations Unies, aller en République centrafricaine? Est-ce que c'est encore le mandat? Or, ce sont les Allemands qui avaient influencé surtout le mandat de state building en Afghanistan, qui est une illusion dès le départ, dans un pays qui vit au fond dans le 15e siècle. Nous avons nourri l'illusion auprès d'une petite minorité. Je regrette, c'est irresponsable ce que nous avons fait. Or, on aura le débat sur le Mali. Or, pour moi, je suis convaincu que les Européens devraient y être, hein, et que les Européens doivent se préparer à d'autres actions, pas seulement à des actions d'évacuation ou des actions où, je dirais, le risque est quelque part minimisé. Non. Et là, ce sont des vrais débats que les Européens ont devant eux. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec les Balkans? Bien sûr, avec les Qu'est-ce qu'on Balkans, fait avec la Turquie? Turquie, voilà, avec la Turquie et avec nos voisins russes aussi. Donc, en effet, tous ces sujets sont Qu'est-ce qu'on fait avec la Pologne? Voilà, donc nous, on va attendre. Oui, Hélène? Juste un mot, puisque j'ai retrouvé le sondeur du sondage que je citais, donc c'est CIVET, c'est l'Institut CIVET. Je l'ai mentionné exprès. Mes sources dans ce domaine me disent CIVET a mené la campagne la plus intelligente pour Olaf Scholz. Et si vous regardez de près ce que CIVET a lancé chaque jour comme question, là, vous découvrez pour la première fois un institut de sondage sur cet axe, pour la première fois dans l'histoire des élections allemandes. Et je dirais plus clever que les Russes. Nettement plus clever à cet égard. Bien fait d'ailleurs, bien fait. Je reconnais le professionnalisme porteur. Là. Alors, entre les campagnes bien faites, les campagnes maladroites, les erreurs, nous allons, nous, qui sommes pas allemands, attendre le 26. Ce dont on a besoin, en effet, quand on est européen, c'est qu'en effet, il y ait un gouvernement allemand qui puisse être mis en place le plus rapidement possible. On a bien compris que ça ne serait peut-être pas en 2021, donc on ne va pas dire au revoir à la chancelière tout de suite, elle va rester un petit peu pour tenir la maison jusqu'à ce qu'elle ait un successeur. Mais on a besoin en effet d'avoir une Allemagne avec une position européenne, et donc j'espère en effet que ce qui dépendra de l'élection nous permettra d'avoir un interlocuteur européen pour pouvoir en effet faire avancer un certain nombre de dossiers
dont on a besoin de l'Allemagne sur la scène européenne. Et donc, moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est qu'on fasse peut-être un dernier débat post-élection pour voir en effet quelle est la réalité du choix allemand, du choix des électeurs allemands. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir raisonnablement comme coalition, avec en effet des fils rouges, des priorités. On voit bien, en effet, l'économie, ça a toujours été l'économie, le social dans les élections nationales, le climat qui est nouveau, mais également ces nouveaux défis avec en effet la place en effet de l'Allemagne, de l'Europe dans le monde. Donc, si vous le voulez bien, on se reverra. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Merci à vous, Franck, Hélène et Joachim, d'avoir éclairé un peu davantage nos interlocuteurs et nos auditeurs sur, en effet, cette élection allemande qui est un peu très particulière et dont on aura en effet des résultats qui ne seront peut-être pas clairs dès le 26 au soir. Il faudra peut-être qu'on rediscute un petit peu pour voir en effet quels sont les fils les priorités du futur gouvernement allemand, avec en effet la majorité qu'il pourra trouver au Bundestag, dont en effet le nombre restera à préciser, mais qu'on aura peut-être dès le 26 septembre. Ça, par contre, on devrait l'avoir. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Tschüss, auf Wiedersehen.